Et je me souviens que Johanna est venue me voir à la fin en me disant, j'espère qu'on va te prendre à la sauce. Mais moi, ce que je pourrais aussi te proposer, c'est que tu viennes me remplacer pour mon congé mat. Parce que Johanna, elle était enceinte de son deuxième enfant. Et quelques semaines après, c'était vraiment juste ensuite, elle devait trouver quelqu'un pour la remplacer. Et donc, voilà, tout s'est aligné comme quoi des fois, le monde est magique. Et c'est ainsi que j'ai fait ce stage. Et puis après, surtout que j'ai eu mon premier poste de psycho en tant que remplaçante à la suite de Johanna. Et puis après, c'est le début d'une longue amitié qui date maintenant effectivement de 14 ans, je crois. C'est ça. Bienvenue sur Aujourd'hui, écrivons demain, le podcast Feel Good qui met en lumière les acteurs du nouveau monde et vous redonne espoir. Comme vous, ils en ont marre de ce monde déshumanisé qui marche sur la tête et ne tourne plus rond. Rêvant d'un monde meilleur, ils bousculent les codes et sortent des sentiers battus. Ils proposent des alternatives innovantes, de nouveaux paradigmes ou remettent au goût du jour des savoirs ancestraux. Ils osent s'affranchir du regard des autres et font bouger les lignes pour construire demain. Ils œuvrent pour la préservation du vivant et le bien de l'humanité. J'ai à cœur de vous partager toutes les initiatives qui vont dans le bon sens, parce que nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde. Tous les lundis, je vous invite à découvrir l'histoire de l'un de ces humains engagés et conscients. Je m'appelle Katia Krabbe, je suis la fondatrice de Redaxil et j'aide les entrepreneurs humanistes à gagner en visibilité sur le web en réalisant leurs portraits. Vous avez envie de soutenir le podcast ? Abonnez-vous, mettez 5 étoiles, partagez-le et retrouvez-nous sur les réseaux. Vous souhaitez contribuer au développement du podcast ? Participez librement et en conscience à la cagnotte Tipeee que j'ai créée. Vous trouverez tous les liens dans le descriptif. Et en attendant, bonne écoute ! Aujourd'hui, je suis très honorée de donner la parole à Gwenaëlle Percio et Johanna Micoud. Toutes deux sont psychologues, thérapeutes, superviseuse et formatrice. Si Gwenaëlle est particulièrement spécialisée dans les liens d'attachement, Johanna l'est dans le psychotrauma. Encore une fois, c'est durant la crise sanitaire que je les ai découvertes toutes les deux, prenant tour à tour la parole pour nous apporter des éclairages sur la dimension traumatique des événements que nous vivions. Elles ont été deux figures importantes pour moi en tant que psychologue. Elles sont un duo indissociable, c'est pourquoi je les ai invitées toutes les deux. Bonjour à vous deux. Bonjour Katia. Comment allez-vous ? Ouais, ça va super. C'est très chouette de parler à ton micro, Katia. C'est vrai que ça fait quelques années qu'on se connaît, puis on s'est connus vraiment en particulier, comme tu viens de le dire. Donc c'est chouette. Puis je suis contente d'être avec Johanna pour partager son nom. Je plus sois, je suis complètement d'accord. Je suis très heureuse de te rencontrer. Merci de ton invitation et de passer ce temps avec toi. Merci de m'accorder de votre temps. On a mis un petit peu de temps à s'accorder, mais finalement, ça y est, on est là, toutes les trois, donc merci bien. Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que l'une et l'autre, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous présenter ? Oui, je vais démarrer. Donc, je m'appelle Johanna Micoud. Je suis basée au nord de Lyon. Je suis psychologue de formation. J'ai travaillé une 12aine d'années en protection de l'enfance. Et aujourd'hui, j'exerce en cabinet privé au nord de Lyon. Je reçois un public majoritairement adulte victime de psychotrauma. C'est vraiment ma spécialisation. Je suis une maman également de 2 adolescents de 15 et 12 ans. Et nous avons créé avec Gwenaëlle il y a quelques années un organisme de formation dans lequel nous formons les professionnels de santé à des thématiques diverses, le psychotrauma me concernant. Et donc moi je suis psychologue également depuis une dizaine d'années, c'est une reconversion. À la base j'avais fait une école de commerce, donc rien à voir. Et donc là je m'éclate dans mon job depuis 12 ans, quelque chose comme ça. Moi je suis entre Lyon et Saint-Étienne. Je suis uniquement libérale maintenant. Je travaillais 10 ans au CHU de Saint-Étienne en psychiatrie adulte. J'ai adoré mon boulot. Et puis ça s'est arrêté au moment de la suspension. On y reviendra peut-être. C'était un peu douloureux, mais ça m'a permis aussi de rebondir, faire plein d'autres choses. Et notamment, de m'investir pleinement dans l'organisme de formation qu'on a créé avec Johanna, de faire aussi des choses pour moi, pour mes gamins. Moi aussi, j'ai 2 ados un peu plus grands, 15 et 17. Et puis d'avoir aussi, du temps pour faire des choses que je ne faisais pas pendant longtemps, parce que j'étais un peu à 1000 à l'heure. Voilà où j'en suis pour l'instant. Alors peut-être on reviendra plus précisément sur ce que c'est peut-être le psychotrauma, parce que c'est peut-être un terme un peu trop jargonneux. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrées toutes les deux ? Alors, on s'est rencontrées il y a de très longues années.
Je venais de terminer une formation en thérapie systémique brève dans une association lyonnaise. À la suite de cette formation, j'ai intégré l'équipe de cette association parce que c'était une association qui proposait des formations et également de la thérapie. Donc j'ai intégré l'équipe de thérapeutes et Gwenaëlle a candidaté auprès de cette association pour y faire un stage, hein. C'est ça, Mhm. Gwen, tu me confirmes. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, ben, c'était lors d'une réunion où on étudiait sa candidature avec les autres membres de l'association pour voir si nous l'admettions parmi nous. Ouais, c'est Voilà ça. la première fois où je l'ai rencontré. Ouais, j'étais en master 2 de psycho, donc c'était il y a 14 ans, je pense. Et en effet, ben voilà, moi j'étais même pas encore psy, je cherchais un stage qui était quand même pas une mince affaire à l'époque, hein, pour trouver un stage de psycho. Et je me retrouve dans cette asso, ce qui me plaisait pour plein de choses, parce que c'était de la thérapie familiale, c'était une approche systémique, assez novatrice. Et je me souviens que Johanna est venue me voir à la fin en me disant, j'espère qu'on va te prendre à la sauce, mais moi, ce que je pourrais aussi te proposer, c'est que tu viennes me remplacer pour mon congé mat, parce que Johanna, elle était enceinte de son deuxième enfant. Et quelques semaines après, hein, c'était vraiment juste ensuite, elle devait trouver quelqu'un pour la remplacer. Et donc, voilà, tout s'est aligné, comme quoi des fois, hein, le monde est magique. Et c'est ainsi que j'ai fait ce stage. Et puis après, surtout que j'ai eu mon premier poste de psycho en tant que voilà remplaçante à la suite de Johanna. Et puis après, c'est le début d'une longue amitié qui date maintenant effectivement de 14 ans, je crois. C'est ça. À quel moment est-ce que vous avez eu envie de travailler ensemble toutes les deux? Ah bah, dès le départ, du coup, dès le départ, je crois qu'on a eu un très très bon feeling de manière assez immédiate. Et puis après, ça s'est fait, j'ai envie de dire naturellement. Je crois qu'il n'y avait pas forcément de choses prévues. Voilà, elle m'a remplacée. On est évidemment resté en contact. Et puis après, on était en libéral toutes les deux. Moi, j'ai eu mon diplôme pas très longtemps après. Et toi, tu étais en libéral depuis pas non plus si longtemps, hein, parce que tu étais beaucoup Mm. dans l'institution avant. Et je me souviens, Ivana, qu'au début, on faisait beaucoup de ce qu'on appelle l'intervision dans notre jargon, c'est-à-dire que entre psy, entre thérapeutes en général, on a besoin de se soutenir, parce que c'est quand même pas un métier facile. Et donc, l'intervision, c'est de s'appeler régulièrement, de parler de nos difficultés, les patients, le cadre de boulot, etc. Et on passait pas mal de temps au téléphone déjà à l'époque pour parler de ça en tant que jeune thérapeute en libéral. Et voilà. Et puis ensuite, naturellement, on a eu d'autres projets ensemble. On a travaillé dans d'autres lieux aussi à deux. Et puis à un moment, on a eu envie de fonder notre boîte, d'être indépendante, de faire notre aventure, quoi. Donc, vous avez créé Oya Formation, C'est ça. qui est donc un Ouais. organisme de formation, tu disais, Johanna, spécialement pour les professionnels de santé. Alors, les professionnels de santé et de la relation d'aide, de manière générale. On a vraiment eu à cœur on a à cœur de proposer nos formations à toutes les personnes qui gravitent dans le monde de la relation d'aide pour ne pas destiner nos formations uniquement à une population psy. Donc, on forme évidemment des psychologues, des médecins, mais aussi des éducateurs, des assistants sociaux, des infirmiers, que ce soit des formations dans lesquelles s'inscrivent individuellement les professionnels, mais également aussi au sein d'institutions. Donc, on peut se rendre au sein des équipes, avec des équipes pluridisciplinaires pour leur transmettre des contenus qui nous tiennent à cœur. Dans des hôpitaux, dans des instituts médico-sociaux, toutes sortes d'associations. On aime Quelle bien parce que thématique? c'est assez Pardon, ouais. hétéroclite en fait. Mm. On croise vraiment des gens très différents. Et puis les thématiques, c'est celles qu'on connaît le mieux, qu'on aime le mieux aussi. Donc Johanna disait, elle, c'est vraiment autour de la prise en charge du psychotraumatisme. Donc des gens qui ont vécu des choses vraiment difficiles. Et moi, je me passionne pas mal pour l'attachement, mais aussi la psychopathologie, principalement. Comment est-ce que vous en êtes venues toutes les deux à vous spécialiser plutôt pour une thématique qu'une autre? Par exemple, toi, Johanna, comment tu es venue à apporter de l'intérêt au psychotraumatisme? Alors moi, quand je suis sortie de la fac en 2005, j'ai trouvé mon premier poste en maison d'enfants à caractère social. Donc, ce sont des institutions pour enfants et adolescents placés. Donc, ça a vraiment été j'ai fait mes premières armes d'une certaine manière dans ce secteur-là. Et je me suis trouvée vraiment assez passionnée par le sujet et en même temps très en difficulté pour accompagner ces jeunes et leurs familles face à des traumatismes graves avec mon seul bagage universitaire. Donc, j'ai été amenée à m'intéresser assez rapidement à des formations annexes, des formations supplémentaires par rapport à
ce que j'avais appris à la fac. Et donc, je me suis formée à différentes approches, comme la thérapie systémique familiale, comme la victimologie, comme le MDR, donc plusieurs thématiques centrées sur la question du traumatisme pour mieux comprendre et surtout mieux accompagner les personnes qui en sont touchées. Voilà, je crois que si j'avais pas rencontré cette clinique du psychotraumatisme qui m'apporte, enfin qui m'a apporté à l'époque et qui m'apporte toujours des éclairages vraiment précieux, je pense pas me tromper en me disant que j'aurais sans doute changé de travail. Parce que à l'époque, je trouvais que ce manque d'informations concernant cette clinique particulière rendait mon quotidien professionnel très, très difficile, en fait. Et le fait de mieux comprendre, le fait de mettre du sens et surtout accompagner les gens à mieux, à développer des ressources et à traverser, à transmuter leur trauma, c'est vraiment ce qui a changé ma manière de travailler. Voilà. C'est comme ça que j'ai découvert, toutes ces formations et j'ai continué dans cette voie. Et puis me concernant, je pense que on se passionne et puis plus tard après on enseigne comme on fait toutes les deux maintenant sur des thèmes qui nous touchent personnellement. Donc moi l'attachement en fait je pourrais dire un peu comme Johanna que si j'avais pas rencontré l'attachement, j'aurais été bien en difficulté dans mon boulot, mais surtout en tant que mère. Bon, je le suis quand même, hein, je vous rassure. Je suis normalement en difficulté comme tout parent. Mais pour moi, devenir maman, il y a de ça donc 17 ans, parce que mon aîné a 17 ans, le deuxième a 15 ans. C'était waouh, c'était une sacré coup de pelle dans la tête, j'ai envie de dire. Et en lien beaucoup avec mes propres blessures et traumas d'attachement, bien sûr, avec des parents particuliers, un grand vide émotionnel, affectif. Donc c'est pas pour rien que je suis devenue psy, et c'est pas pour rien que je me suis intéressée à ce sujet-là. Parce que ça parlait avant tout de moi. Et donc, inconsciemment, je me suis tournée vers ça, d'abord sur un plan pro, et puis quand j'ai vu à quel point ça parlait de ma propre vie, ça m'a encore plus passionnée. Et c'est aussi pour ça que je pense que j'ai écrit ensuite des bouquins sur le sujet, parce que j'y mets mon expérience professionnelle avant tout, mais elle est teintée de ma compréhension personnelle de ma propre histoire, en fait. Voilà, donc ça, d'une part, l'attachement, c'est pour moi un champ passionnant. Et puis, je me passionne aussi beaucoup sur la psychopathologie, c'est-à-dire la maladie mentale, ou la folie, comme on pourrait dire couramment. Et là aussi pour des raisons familiales et probablement au-delà de ma petite personne, c'est-à-dire sur un plan transpersonnel. Moi, je suis quelqu'un qui croit aux vies antérieures et qui croit à un au-delà de nous. Et je pense que si la folie est si fascinante pour moi, c'est que j'ai dû vivre ça pas mal de fois. Dans ma famille, il y a de la schizophrénie, des troubles mentaux, etc. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai adoré travailler en psychiatrie publique. C'est pour ça que ça me manque encore parfois et que j'espère bien y retourner un de ces quatre, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui m'est viscéral, quoi, comme l'attachement. Oui, l'arrêt brutal de ton activité en psychiatrie a été en quelque sorte aussi un traumatisme. Ça n'a pas été un choix de ta part. Ça a été un moment traumatique, ça c'est sûr. Après maintenant, est-ce que c'est un trauma au sens clinique? Pas tant, parce que je pense que j'étais suffisamment entourée, suffisamment informée pour le réguler assez vite, tu vois, émotionnellement, que j'y ai mis du sens très vite, que j'en ai fait quelque chose. Évidemment une forme de militantisme, puis après de soutien, etc. Mais le moment, oui, ça c'est sûr, comme tous les suspendus, je me souviens précisément du jour de l'annonce du discours de Macron. Je me souviens de mon dernier jour à l'hôpital, c'était un 31 août 2021. Oui, il y a des moments comme ça qui sont marqués, c'est clair en moi, c'est sûr. Ouais, bien sûr. Est-ce que ça vaut le coup d'en dire quelques mots supplémentaires? Oui, probablement, parce que moi j'ai à cœur, et Johanna aussi, c'est beaucoup d'ailleurs démener toutes les deux pour faire valoir nos pensées, notre vision des choses et de vrai auprès des suspendus, auprès des parents. Et cette période-là, elle est quand même il y a pas si longtemps. Tout ça, c'était hier. Il y a encore des répercussions. Moi, j'ai des collègues soignants qui ont jamais repris leur boulot. Ça peut être encore douloureux. Il y en a qui ont repris, c'est pas facile. Bon, donc n'oublions pas ce qu'on a vécu. N'oublions pas ce qui nous a été imposé. Et en même temps, voyons-le comme une opportunité
opportunité individuelle et collective de faire du neuf, quoi, à partir d'un ancien qui, de toute manière, était déjà mort, quoi. L'hôpital public, bon, tout le monde en témoignera, hein, les usagers comme les soignants étaient à l'agonie en France, c'est évident. Donc là, ça n'a pas arrangé les choses, c'est sûr, au premier abord, mais bon, moi, je suis une nature optimiste depuis toujours, et j'espère que de ça, on va aussi voilà, bâtir quelque chose d'autre. Et tout le mouvement auquel toi tu as beaucoup œuvré, hein, Katia, hein, de réinfo Covid, de tout le mouvement autour des grands lanceurs d'alerte, etc., va dans ce sens optimiste de reconstruire autre chose. Et ça me parle beaucoup. En quoi est-ce que ça vous a fait évoluer toutes les deux dans vos pratiques individuelles et peut-être ensemble aussi au sein même de votre centre de formation? Déjà, on s'est, comment dire, c'est vrai que c'était une période très éprouvante pour tout le monde, hein, nous y compris. On s'est beaucoup soutenus. Au-delà de notre casquette professionnelle, hein, on s'est beaucoup soutenus en tant qu'amis. On a vraiment mis assez rapidement en commun nos lectures des situations qu'on était en train de vivre. Je pense vraiment que ça a été comment dire, une ressource très très forte qui nous a évité de sombrer aussi dans la panique ou dans des mécanismes de dissociation, de protection, de déconnexion. Donc je crois que de mon point de vue, ce que ça a vraiment bouleversé dans ma manière d'être d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel, c'est d'assister, donc pour la première fois, hein, parce que dans ma vie, à une telle maltraitance sociétale dans laquelle je reconnaissais tous les marqueurs des violences psychologiques et de la maltraitance psychologique que je connaissais très bien au niveau théorique et en pratique pour l'avoir expérimenté une dizaine d'années en protection de l'enfance. Là, je voyais se dérouler sous mes yeux tous ces marqueurs, ces éléments extrêmement traumatogènes qui étaient transmis à la population. Et je pense que ce que ça a transformé dans mon parcours de vie, de manière générale, c'est de m'aider à dépasser mes peurs d'être jugée, d'être pointée du doigt et de prendre la parole publiquement, chose qui n'était pas du tout dans ma personnalité avant cette période de Covid. Moi, je suis plutôt quelqu'un à l'origine assez discrète, assez des fois, comment dire, je me fais pas trop confiance. Là, je crois que j'ai gagné en fait en assurance et en certitude de ce que je posais et de ce que j'affirmais, de ce qui était en train de se passer, était réel en fait. Donc, je pense que j'ai gagné de la confiance et de l'assurance pour porter ma voix et pour porter la voix de beaucoup de personnes, dont les enfants. Je me suis beaucoup engagée par rapport à la cause des enfants. Donc voilà, ça a vraiment été un grand changement pour moi. C'est d'ailleurs comme ça, moi, que je t'ai découverte et que je vous ai découverte justement par ces prises de parole pour nous apporter des éclairages et des éléments de compréhension. Moi-même étant psychologue à l'époque, je n'avais peut-être pas analysé comme vous l'avez fait avec effectivement la notion, toutes les notions de trauma, etc. Je savais, j'avais identifié sans identifier en fait. Et de vous entendre vous prendre la parole et mettre des mots sur ce que nous vivions, ça s'est éclairé de suite en fait. Et je me suis sentie moins seule. C'est en quoi, voilà, pour moi, vous êtes vraiment des figures importantes parce que pour moi, vous avez effectivement osé prendre la parole. J'ai d'ailleurs pas très bien compris pourquoi tant de psychologues se sont tus ou n'ont pas su voir comme vous et peut-être comme nous ce qui se tramait. Et donc ça a été très salvateur. Voilà, c'était par écran interposé, mais vous entendre prendre la parole, en tout cas, moi, ça a été très aidant à distance. Donc merci pour ça. Mais ça nous a aidé Voilà. aussi, en fait, tu vois, de sentir que notre parole, elle était soutenante. On recevait quand même pas mal de retours, hein, de personnes qui nous disaient, que ça soit des soignants ou autres, bah merci pour ce que vous dites, ça fait du bien, on se sent moins seul, exactement ce que tu viens de dire. Et du coup, bah nous, on se sentait aussi moins seul. Hein. Et puis, il y avait quelque chose à l'intérieur de moi qui disait, ok, bah c'est que je déconne pas alors. Hein, c'est que s'il y en a d'autres à qui ça fait écho, et puis qu'il y a quelque chose qui se construit dans un réseau de soutien, c'est que ça a du sens. Donc moi aussi, ça m'a donné de la confiance, c'est sûr. Je me suis étonnée d'avoir fait certaines choses, comme parler devant 5000 personnes avec un micro sur un camion dans une manif à Lyon, par exemple. Bon, ça c'était quand même des moments juste incroyables. Et ce que je rajouterais aussi, c'est que moi, ça m'a aussi enlevé. Alors c'est positif et négatif. Hein. Il y a deux côtés à cette médaille. C'est que je sens que j'ai perdu aussi une certaine innocence et une certaine insouciance. Donc, ce qui est positif là-dedans, c'est que ben voilà, ça fait grandir. Hein, ça donne de la maturité, une certaine clairvoyance, une lucidité sur le monde.
Parce que moi, j'ai toujours eu un côté un peu naïve, c'est clair. Et en même temps, des fois, c'est pas facile, je trouve, d'avoir les yeux ouverts, quoi, le cerveau allumé, de voir ce qu'on a pu refouler pendant longtemps. Hein. C'est la levée, en fait, quelque part de la dissociation, en tout cas partielle, une certaine forme d'aveuglement, hein, mais qui peut être aussi confortable. C'est pour ça qu'il y a tant de gens. Tu demandais pourquoi il y en a pas tant qui ont réagi. On sait bien. Et donc, il y a des moments où ce saut un peu de maturité là, il est pas toujours simple. Je peux avoir des moments d'angoisse, moi, pour mes enfants, pour leur avenir, et je pense que c'est aussi lié, enfin cette vivacité de mes angoisses à certains moments, c'est aussi lié à tout ce que j'ai pu découvrir sur comment fonctionne vraiment le monde grâce quelque part à cette Covid mania, quoi. Voilà, mais c'est probablement le chemin, la croissance. Et concrètement, dans votre pratique aujourd'hui, comment est-ce que ça se manifeste, ces prises de conscience, ce regain de confiance? Comment ça se manifeste? Est-ce que vous prenez davantage la parole sur les réseaux? Vous êtes plus interviewé que vous ne l'étiez? Vous participez à plus d'émissions? Vous écrivez des bouquins? Est-ce qu'il y a un engagement plus important? Oui, ça c'est sûr. C'est sûr qu'il y a eu un effet. Il y a eu un effet. De la parole publique sur beaucoup de choses. Quoi. Moi, j'avais écrit mon premier livre. C'était un peu au même moment. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus à moi vers mes livres et puis après vers mes formations, nos formations, etc. Grâce aux prises de parole. Que j'ai eu, qu'on a eu avec Johanna. Et il y en a probablement qui se sont retirés à l'inverse. Hein. On ne pourra jamais le compter qu'importe. Mais en tout cas, moi, je suis heureuse à un endroit aussi des conséquences de tout ça, c'est que ça m'a ouvert en fait des contacts avec des gens passionnants en fait, des personnes avec lesquelles on vibre sur des valeurs et des ondes, on va dire, communes. Ça m'a ouvert aussi à des champs de la thérapie, notamment les états de transe, etc., grâce à un réseau qui s'est de manière vraiment accélérée, tu vois, qui s'est ouvert de manière accélérée grâce à toute cette effervescence des années Covid, quoi. Moi, je dis souvent que j'ai l'impression que ces quelques années là, ça a pas duré. Enfin, ça fait donc 4 ans maintenant. J'ai l'impression que ça fait 10 ans en fait qu'il s'est passé tellement de choses. J'ai l'impression d'avoir vécu de manière plus intense, plus dense, plus profonde, plus vraie aussi. Ouais, on était vraiment au cœur, mais comme tout le monde, hein, de ce tsunami qui a duré des mois et des mois et des mois, et avec des nouvelles, chaque fois des nouvelles qui tombaient et des choses qui nous révoltaient de plus en plus. Et je pense vraiment que ça a contribué à, en tout cas, moi, j'ai été ravie de pouvoir être interviewée régulièrement, de participer à des fantastiques projets, notamment pour la cause des enfants, avec les Mamans Louves, par exemple, l'association des Mamans Louves, avec voilà des collectifs de médecins, etc., pour faire valoir de faire valoir l'intérêt supérieur de l'enfant, en fait, hein, parce que moi, ça c'est vraiment quelque chose qui m'a absolument révolté, la manière dont les peurs des adultes renversaient totalement les rôles, et que c'était aux enfants de rassurer les adultes et de les protéger. Donc c'est vrai que ça m'a ouvert, comme Gwenaëlle le disait, hein, des magnifiques opportunités de contact et de pouvoir m'exprimer, en fait, même si comme Gwenaëlle aussi le disait, c'est que ça nous a aussi fermé certaines portes, mais je pense que si je fais le calcul, il y a eu beaucoup plus, en tout cas, de choses gagnées, de belles choses qui sont arrivées plutôt que de portes fermées, en fait. C'est vraiment ce que je garde. Tu continues à t'investir toujours autant auprès des mamans loups? On est en contact, mais j'ai dû à un moment donné me retirer un petit peu parce que pendant toutes ces années de militantisme, je me suis un peu aussi éloignée de ma propre famille, alors qui allait bien, hein, ceci dit, mais moi j'ai retiré pendant 2 ans mes enfants de l'éducation nationale, hein, on est passé en instruction en famille pour les préserver de la folie. Donc voilà, j'ai aussi eu besoin de faire un peu un pas de côté par rapport à mon engagement, surtout à partir du moment où ça s'apaisait un petit peu, en tout cas la folie du Covid, pour me recentrer sur ma famille. Donc aujourd'hui, on est toujours en lien, bien sûr, mais j'interviens voilà, de manière plus en backstage, je dirais, de manière moins en première ligne. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que et j'ai souvent aussi conseillé, donné mon point de vue à beaucoup de personnes qui étaient en première ligne, hein, qui ont pu aussi y laisser leur santé physique, morale, hein, sur la nécessité de prendre soin de soi pour continuer à œuvrer dans le prendre soin des autres. Donc, je pense que c'est extrêmement sain que des périodes de grand investissement puissent laisser place à un moment donné à quelque chose de plus recentré sur soi pour regagner de l'énergie et puis pour être présente à la prochaine
bataille qu'il faudra mener, quoi. Et puis là-dessus, on s'est beaucoup, j'ai envie de dire, auto-surveiller l'une l'autre, Johanna et moi. C'est ça. Ça, c'est aussi la force des amitiés réelles et profondes et dans la durée. C'est de voir aussi les moments où ça serait bien de lever le pied, de prioriser d'autres choses. Et on a pu avoir parfois des discussions. On disait bon là, il faut qu'on ralentisse. On est en train de se cramer nous-mêmes. Et il faut qu'on applique à nous-mêmes les bons principes qu'on donne aux autres, quoi. Oui, le risque est de s'oublier. C'est ça. C'est ça. Ou d'être tellement engagé pour une cause. On entend pour le droit supérieur à l'enfant, de vouloir tellement défendre les droits de l'enfant et les préserver qu'on pourrait se donner corps et âme et en oublier sa propre personne et sa propre famille. C'est ça. D'où l'importance de revenir vraiment toujours à notre boussole intérieure, c'est-à-dire et moi comment je vais en fait, parce que ça c'est valable pour la discussion qu'on a rétrospectivement sur la crise Covid, mais c'est un principe à avoir tout au long de la vie en fait. Quand on soit parents, amis, conjoints ou autres, c'est toujours ok. Se donner pour l'autre, c'est une très belle valeur humaniste et altruiste, mais elle ne peut s'exercer seulement si je vais bien en fait. Et ça, c'est vraiment la responsabilité de chacun de veiller à son écologie personnelle pour pouvoir continuer sa route auprès des autres. Oui, et puis j'aurais envie de rajouter que dans les mouvements des soignants suspendus auxquels moi j'ai plus participé, moi il y a eu des moments où aussi je me suis un peu retirée parce que énergétiquement, il y avait quand même quelque chose qui pouvait être lourd et tiré vers le bas, avec parfois des revendications qui pour moi étaient excessivement négatives dans le sens haineuse, hyper réactionnelle émotionnellement, dans des réflexes en fait en lien aussi avec le trauma, qu'on peut expliquer d'une manière tout à fait raisonnable, mais qui à un moment sont contre-productives. Je sais que moi en tant que psy, dans les réseaux où j'ai pu œuvrer, que ça soit donc des soignants suspendus, mais je pense aussi au collectif Mon Village par exemple, j'ai essayé d'être celle qui amène un peu de recul, quoi, pour pas être non plus déjà la tête dans le guidon, ce qu'on disait, de s'épuiser tout simplement physiquement, mais aussi pour voir où est-ce qu'on met notre énergie, quoi. Parce qu'à un moment, il en va d'une question d'équilibre entre une lutte acharnée, mais à un moment, pourquoi, pour qui, comment, quand, avec quelle énergie, et puis moi, ma propre vie, ma vie de famille, ma reconstruction professionnelle, par exemple, si je décide d'arrêter mon boulot et de quitter l'hôpital, ok, vers quoi je vais mettre mon temps et mon énergie, quoi. Et moi, j'ai parfois observé dans certains collectifs, un extrémisme, pour être clair, qu'on pouvait reprocher quelque part de l'autre côté, quoi. Donc ça, moi, ça m'a pas mal fait réfléchir aussi sur des principes plus philosophiques ou métaphysiques, sur la juste posture, en fait, l'alignement, et des personnes comme Louis Fauché, par exemple, collègue soignant, suspendu aussi, mais un vrai philosophe. Pour moi, il a des choses prophétiques chez Louis Fauché, quoi. Ça m'a beaucoup aidé à garder le cap, à justement pas vaciller d'un côté qui serait trop radical, en fait. Ouais, qui dit, pour rejoindre ce que tu analyses là, qu'un totalitarisme pourrait laisser place à un autre totalitarisme. Exactement, en fait. ouais. Oui, et de faire attention à ce qu'on nourrit en fait. C'est vraiment l'histoire des deux loups. Sur qu'est-ce qu'on nourrit, où est-ce qu'on met notre énergie en fait. Est-ce que c'est pour à un moment donné, effectivement, il y a beaucoup de collectifs et je pense que ça se comprend tellement par rapport à l'épuisement aussi que tout le monde avait. Il y a beaucoup de choses qui pouvaient tourner en rond sur toujours de la même chose qui n'allait pas en fait, et je pense que ça impactait le moral des troupes en fait. Donc ça, c'était vraiment important à nommer et surtout à ne pas se laisser aspirer en fait par cette énergie qui, de toute façon, devient délétère à un moment donné. Et la parole qu'on a pu avoir, selon moi, elle était vraiment essentiellement, comme le disait Gwenaëlle, sur de permettre aux personnes des collectifs à faire le pas de côté nécessaire justement pour pas se laisser aspirer dans cette énergie noire en fait et négative. C'est tout autant destructeur en fait. On peut se sentir happé. Je me rends compte, par exemple, on peut vite passer des heures à scroller, par exemple sur X, Twitter, et de la même manière garder toutes ces nouvelles qui finalement génèrent que des énergies négatives, de la colère, et qui ne nous fait pas avancer pour autant en fait, et qui nous immobilise, et qui crée un sentiment d'impuissance et de désespoir. Et c'est un cercle infernal en fait qui se crée. C'est ça. Et la boucle est bouclée. Et plus je suis dans quelque chose de négatif, de noir, qui tourne en rond, moins je peux réfléchir et nuancer et construire, etc., etc. Le risque, c'est de ne plus avancer en fait, et de rester perpétuellement dans cette même énergie qui grignote en fait
porte les psychismes, mais aussi les corps. La force vitale, c'est clair. Bah, on a des états anxio-dépressifs qui s'installent. Et puis aussi, moi, là, à nouveau, j'ai envie de citer Louis Fouché, mais qui dit qu'il est temps de reparler à son beau-frère. Oui. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi forcément tout ce qu'a dit Louis Fouché, ce qui signifie par là, c'est que, bah voilà, si on s'est engueulé avec son beau-frère pendant le Covid parce qu'il avait tel point de vue et nous on en avait un autre, et que peut-être qu'on s'est éloigné pendant quelques temps, bon, bah il est temps de se rappeler, de se faire une bouffe. Peut-être pas de reparler tout de suite de ce sujet-là, hein, juste de parler des vacances, des enfants, du foot ou je ne sais quoi. Et puis à un moment, hein, quand la relation sera refaite, reconnectée, quelque chose qui se renoue, eh bien oui, peut-être là, ça sera important de parler de nos différences de point de vue qu'on a pu avoir, qu'on a peut-être toujours d'ailleurs. Et alors ça, moi, je trouve que c'est aussi un des grands apports de la crise. En tout cas, moi, personnellement, je vois que j'ai été prise comme tout le monde hein, dans des mouvements extrêmes et radicaux, comme je décrivais tout à l'heure, hein, à certains moments, quoi. Et notamment dans des amitiés. Et comment, quelques mois, plutôt années après, une fois que les choses sont un peu plus calmées, et à l'extérieur et à l'intérieur de moi, revenir vers ces personnes-là, renouer, de voir est-ce qu'on a encore des choses en commun ou pas. Peut-être qu'on en a plus, hein. Et c'est ok, enfin ça c'est la vie. Mais en tout cas, moi j'ai eu à cœur de faire certaines démarches au niveau amical pour pas laisser des dossiers relationnels non résolus, comme on peut dire des fois en psycho, et d'être en tout cas plus tranquille avec moi-même, quoi. Et là aussi de grandir un peu en tolérance et en flexibilité mentale même, hein, parce qu'on sait bien comment on peut se rigidifier. C'est facile de se rigidifier et de dire ils sont des cons, ils ont rien compris, nous on a tout compris et on est les bons quoi. Bon, tout ça est tellement immature finalement, mais on est tous pris là-dedans quoi. Et donc à un moment de faire un pas de côté, de se dire ok, allez, hein, respire et rappelle ton beau-frère. Est-ce que c'est un des conseils que tu pourrais nous partager justement pour faire face parce que on a passé la crise Covid, mais on traverse d'autres types de crises depuis, justement pour maintenir aussi le lien parce que le lien il est quand même bien mis à mal depuis. C'est ça. Ça parle du lien, donc ça c'est évidemment un sujet qui m'est très cher. Là, ça nous a fait, je trouve, si tant est qu'on a pris le pari, hein, grandir là-dessus, tu vois. Et comme tu dis, c'est comment mettre aussi son ego le plus possible de côté, hein, le plus possible, j'insiste là-dessus, parce que c'est quand même pas simple ça. Et de voir qu'est-ce qui est prioritaire. Sans non plus être à nouveau naïf et innocent. Hein. Moi, par exemple, pour illustrer plus clairement, je me suis brouillée avec des copines que je connaissais depuis 30 ans quand même. On n'avait pas du tout le même avis, notamment sur le vaccin. Ça a clashé, rupture de lien totale, quoi. Alors que c'était des personnes quand même importantes pour moi, et je l'étais pour elles, je pense. Bon, et j'ai eu à cœur de faire la démarche de revenir vers elles. Bon, voilà, on a juste reconnecté. Je pense que la vie de toute manière a passé, on est passé à d'autres choses indépendamment du Covid, mais moi je me sens plus apaisée d'avoir fait ça. Tu vois, un truc qui peut respirer et ça fait de la place aussi. Tu vois, ce qui me vient là, tu vois, comme message, c'est si vous sentez concerné par des choses comme ça relationnelles, unresolved business comme on dit aussi en anglais, tu vois, des trucs vraiment non terminés. Voyez ce que vous pouvez faire pour les terminer d'une manière ou d'une autre, même si l'autre il prend pas en fait, même si l'autre il a pas envie de vous parler, il vous répond pas, peut-être même pas, ou peut-être qu'il va encore vous invectiver. Et dire que vous avez complètement pété un boulard à l'époque ou je sais pas quoi. Bon, mais en fait, qu'importe. Moi, je trouve que ça fait de la place pour autre chose. Juste, ça fait en tout cas, moi, perso, ça m'a fait ça. Ça a fait des points en moi. Et donc là, je parle de cette histoire de Covid, mais je pense que la vie, elle est faite de plein de choses comme ça. Enfin, c'est fait d'obstacles, de pieds dans le tapis, de heurts, de non-compréhension. Enfin, la vie, quoi. En tout cas, moi, j'essaye de me l'appliquer le mieux possible. Oui, faire en sorte que ça ne s'enquiste pas. C'est pas une situation qui vienne là s'engrainer, parce que ce que tu dis là, moi, ça fait énormément écho. Hein. Je vis exactement la même chose que toi avec des relations de 30 ans. Enfin, ça me parle énormément ce que tu dis là, mais avec des non-dits ou des relations qui sont délitées sans qu'il y ait véritablement de conflit, en fait. Mais des relations qui se sont arrêtées avec un goût amer, finalement. Et on n'est pas fâchés, on n'était pas OK à l'époque. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ou d'autres relations qui ont pu clasher. Et on sent que oui, il y a quelque chose qui s'est enquisté, qui est là, engrammé. Et qu'est-ce que ça va devenir, en fait, si on n'en fait rien? Mais quand on a été blessé, comment on fait, en fait? Parce que tu dis de mettre son ego de côté, mais quand on a été aussi blessé au plus profond de soi, aïe!
Oui, ben Ça se peut être rappeler aussi, que tu vois, douloureux de s'y reconfronter peut-être, en fait. mais je pense qu'on est quand on se défend contre quelque chose, quel que soit notre avis, c'est qu'on a été blessé, c'est qu'on a souffert. Mais l'autre aussi, il a souffert. Hein, ça peut être des personnes qui ont eu peur, qui étaient en colère pour des raisons complètement différentes des miennes. Mais en fait, c'est le même grand bateau qu'on appelle la vie, quoi, avec des humains qui souffront parce qu'on est à plein d'endroits hyper vulnérables, tu vois. Donc bon, c'est un peu classique ce que je dis, mais je pense que c'est en ça que ça rappelle vraiment à des fonds métaphysiques et philosophiques et spirituels aussi. Donc j'ai pas de recette magique, hein, si ce n'est respirer, en parler avec une copine, avec sa psy, faire le point, écrire mille et une choses qui à un moment relaxent le système nerveux. Et après il faut agir, prendre son téléphone par exemple, faire un premier pas. Oui, et puis je crois, ce que je voudrais rajouter, c'est aussi de comprendre que quand on est régi par la peur, eh bien, on fonctionne vraiment de manière très binaire. Hein. Il y a les bons, les méchants, les pour, les contre. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment un paramètre qui a été utilisé pour maintenir la population qu'elle obéisse, de maintenir cette peur. Et donc, on a tous réagi aussi comme ça, hein, comme on se le disait tout à l'heure, même nous, les premières, même si on avait une parole publique qui visait à soutenir, ben, dans d'autres espaces, peut-être un peu plus privés, on pouvait aussi avoir des moments d'incompréhension que telle personne, tel ami ou telle personne de notre famille puisse ne pas voir, ne pas se rendre compte, ne pas nous écouter, etc. Mais parce que, voilà, nous aussi, on était aux prises à des moments par le stress ambiant. Et je pense que ce qui compte quand on arrive à réguler notre stress, à se calmer, en fait, c'est pour ça que ça, c'est de la responsabilité de chacun. Une fois que les choses sont plus calmes à l'intérieur de nous, eh bien, on ne va plus parler de l'autre, on va parler de nous. C'est-à-dire qu'on va passer du tu fais n'importe quoi, tu comprends rien, à je me sens triste ou je me suis senti blessée. On peut à ce moment-là parler en jeu, en fait. Et je crois que ça, c'est ce que j'aurais envie de dire pour apaiser, assainir nos propres blessures. C'est aussi de pouvoir nommer ce qu'on a pu vivre et ressentir, de parler en notre nom propre. J'ai aussi eu des déboires amicaux. Alors moi, j'ai pas eu le retour comme Gwenaëlle a eu. Moi, malheureusement, mes messages sont restés un peu sans résonance. Mais dans ce que j'ai pu exprimer, c'était ce que j'avais pu moi ressentir. J'étais plus dans le tu, mais vraiment dans voilà, je me suis sentie blessée par ton silence ou par les mots durs. Je me sens aujourd'hui triste que notre amitié se soit rompue. Et en même temps, voilà, je suis désolée s'il y a des moments où j'ai eu des mots durs, etc. Et je crois que là, voilà, pour finir, la manière de revenir à nous et de parler en notre nom propre et d'arrêter de parler au nom de l'autre, c'est un signe qu'on prend ce recul, qu'on nettoie d'une certaine manière un peu les choses qui restent encore douloureuses. Après, Plus dans les... libre à l'autre d'en faire ou pas quelque chose. Je suis pas responsable de la manière dont la personne à qui je m'adresse va réagir. Moi, je suis responsable de ce que je pose comme mot, en fait. plus dans l'esprit d'une communication non violente. C'est ça. Partir de ses propres besoins ressentis, de pouvoir arriver à les exprimer à l'autre. Exactement. En étant aussi factuel sur ce qu'on peut reprocher à l'autre. Exact. Ouais. Parce que le point commun qui réunit et qui réunissait toutes les personnes sans aucun doute, c'est la peur. Il y en avait qui réagissaient de telle manière parce qu'ils avaient peur du vaccin, il y en avait d'autres qui réagissaient de telle manière parce qu'ils avaient peur de la maladie. Donc en fait, le point commun, et là où on est tous d'accord, c'était qu'on était piloté par la peur. Et en ça, je pense qu'on peut se rejoindre, même si cette peur ne se manifestait pas de la même manière, on a ressenti la même chose. On a vécu la même chose. Oui, on peut présupposer aujourd'hui avec du recul qu'on est en capacité de pouvoir se parler et s'écouter sans rentrer dans des discussions conflictuelles ou d'être dans des accusations ou une peur, panique, voilà, qui nous pourrait faire perdre le contrôle de nos pensées ou de nos émotions. En tout cas, moi, c'est ce que j'observe assez couramment. Hein. Moi, par exemple, j'organise beaucoup de stages maintenant, enfin depuis un bout de temps, mais le sujet du vaccin, de la crise Covid et tout, ça a été quand même tabou dans des lieux comme ça pendant le cœur du truc, on va dire. Et là, c'est possible à nouveau d'en parler, je trouve, depuis à peu près un an, peut-être. Et j'observe que c'est plus décontracté, des deux côtés, entre guillemets, hein, si on doit encore garder cette dualité qui a pas vraiment de sens, mais des points de vue différents, en tout cas. Moi, je vois que c'est plus possible d'en parler maintenant. Bon, ça, on le savait, hein, il faut toujours du temps pour apaiser quand c'est vif. Et ça fait du bien
de pouvoir se dire un peu plus, comme dit Johanna, que ouais, moi j'ai flippé pour ça et moi j'ai flippé pour ça. Ok. Oui, et j'ai l'impression aussi qu'on a plus cette capacité d'être dans l'empathie, de pouvoir comprendre l'autre dans ce qu'il a vécu et sans jugement en fait. Moi, je te rejoins aussi, vraiment la sensation depuis une année qu'on peut vraiment se parler davantage sur nos expériences respectives et de reconnaître aussi, ah mais qu'est-ce que c'est violent ce que tu as vécu toi, alors qu'on partage pas le même point de vue, par exemple sur le vaccin ou sur d'autres mesures où j'en perds ma voix. Mais j'ai noté ça effectivement, plus d'écoute, d'empathie, même de compassion dans ce qu'on a pu vivre les uns les autres. Et on se dit, tiens, il y a quand même, ça chemine, ça avance, c'est plutôt positif et encourageant pour la suite. Alors, est-ce que c'est pour ces raisons-là que vous avez écrit donc un livre sur les liens d'attachement? Comment est-ce que vous en êtes venus à vouloir écrire toutes les deux là-dessus, puisque c'était ton thème de prédilection, Gwenaëlle? Comment est né ce projet-là Alors ce projet-là, il est né parce que donc j'ai écrit Guérir les blessures d'attachement il y a 3 ans maintenant, qui a super bien fonctionné, qui fonctionne toujours bien. Et puis j'avais envie d'en proposer quelque chose qui soit plus accessible encore, parce qu'on sait bien que moi n'aime pas forcément lire. Et moi, je suis une fan de BD depuis toujours. Une des belles choses quand même de mon enfance et de ce que m'ont apporté mes parents, c'est l'amour des images, de la BD, de cet art à part entière, du dessin. Et donc j'avais vraiment l'envie, le rêve même, de transmettre sur ce sujet important avec ce moyen-là, quoi. Donc j'en avais parlé avec mon éditrice. Et puis j'en ai évidemment parlé à Johanna, parce que tout projet qui naît dans ma tête, en général, elle est au courant pas longtemps après. Et on s'est dit que ce serait vraiment chouette de faire ça ensemble, parce que en fait c'est beaucoup plus de boulot d'écrire ce type de livre illustré que d'écrire un livre classique, en fait, parce que ça on s'en rend compte que quand on est dedans, mais écrire un livre c'est déjà ça, on va dire, mais écrire un livre illustré, il y a plein d'étapes, parce que il y a le texte à écrire, mais après il faut imaginer les images qui vont avec le texte. Donc ça a été le boulot de Johanna. On a procédé comme ça, en fait. Moi, j'ai écrit le texte. Quand tu dis Johanna Amiku ou alors c'est Johanna ou Johanna Krenmark? Non. Donc Johanna, c'est la 3e étape. Tu vois, c'est l'illustratrice. Donc moi, j'ai d'abord écrit le texte. Bon, c'était pas compliqué. J'avais quelque part déjà écrit. Et pour chaque paragraphe, Johanna, elle avait pour mission de trouver des illustrations. Donc elle a imaginé, elle le dira après plus précisément, mais chaque image dans sa tête. Et elle a fait un script, en fait, qu'elle a ensuite passé à Johanna, notre illustratrice de talent qu'on adore, qui elle a exécuté en fait les dessins. Et puis après, je te laisse la main, Johanna, parce que une fois ça, il y a encore plein d'autres étapes pour aller jusqu'au bouquin publié, quoi. Oui, il y a eu vraiment, j'ai beaucoup travaillé, avec Gwenaëlle, c'est une chose par rapport au texte, mais surtout avec donc Johanna Krenmark, l'illustratrice, dans le sens où effectivement, j'avais des images, moi, je lisais le texte de Gwenaëlle et j'avais des images comme un peu un dessin animé qui se crée dans ma tête. Et je devais faire la description la plus précise possible de chaque image dans ma tête pour que l'illustratrice puisse les réaliser, en fait. J'ai un grand imaginaire et en même temps, je suis absolument nulle en graphisme, donc je ne sais pas dessiner, pour le dire autrement. Et donc, c'était un plaisir. J'avais l'impression que c'était Noël tous les jours quand je recevais les illustrations de Johanna, parce que elle m'envoyait ce que j'avais dans la tête, en fait. Et c'était vraiment fantastique de voir le livre comme ça et les illustrations prendre naissance au fur et à mesure. Et ensuite, on a dû pendant des heures et des heures faire des ajustements. Alors je disais, cette dame rousse, par exemple, est-ce que tu peux lui faire un tout petit peu froncer les sourcils? Et puis l'enfant qui est avec elle, est-ce que tu peux le mettre plutôt de côté? Voilà, chaque détail en fait est réfléchi. Et voilà, donc ça a été vraiment un bébé long à travail. 3. C'est un bébé à 3, voilà, vraiment avec un tiers et un travail de l'intelligence collective qui fait que voilà, on est assez fiers du rendu et voilà, et les gens nous le rendent bien parce qu'on a des très très bons retours à ce propos. Qu'est-ce que vous avez comme retour, par exemple? Alors moi, le retour que j'ai eu souvent, c'est de la part de femmes qui m'ont dit qu'elles étaient absolument ébahies parce que leur mari avait lu aussi le livre. Voilà, donc tout ça pour dire que même des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire, qui plus est des livres de psycho, c'est un livre vraiment accessible pour tout le monde, même les adolescents peuvent le lire, parce que justement l'illustration donne ce côté très très ludique, très doux aussi. On aborde des sujets qui peuvent aussi ne pas être très simples, mais avec cette fibre artistique qui donne de la légèreté et une aisance au niveau
niveau de la lecture. Donc voilà, ça c'est des premiers retours. On a aussi beaucoup de retours de la part de collègues thérapeutes qui nous remercient parce qu'ils peuvent se servir de cet ouvrage au niveau de la psychoéducation. Donc la psychoéducation, c'est ce qu'on fait quand on est thérapeute pour expliquer les mécanismes psychologiques à nos patients. Donc là, grâce aux illustrations, eh bien ça permet de soutenir cette psychoéducation. Les patients comprennent, mettent aussi voilà des images. Ça devient beaucoup plus concret en fait pour se représenter des concepts assez complexes en fait. Donc voilà, ça rend accessible un sujet quand même assez pointu, qui est l'attachement. Mais effectivement, je vous rejoins complètement. Vous avez, comment dire, su vulgariser et rendre totalement accessible, comment dire, un jargon peut-être psychologique qui aurait pu nous décourager à la lecture. Et en fait, pas du tout. On se prend au jeu de regarder les illustrations et de poursuivre la lecture. Il se lit très facilement, en effet. Puis de temps en temps, alors j'en dirai pas plus, mais vous nous interpellez aussi un peu plus pour nous engager aussi davantage peut-être dans la réflexion. C'est ce qu'on aime faire en fait, vulgariser. Ouais. C'est notre manière de travailler l'une et l'autre, que ça soit avec nos patients, hein, mais que ça soit aussi avec les gens qu'on forme, puis de manière courante dans nos vies. Enfin, toutes les deux, on aime bien réfléchir, apprendre, analyser, hein, mais on aime aussi les choses concrètes qui sont utiles, qui font avancer les choses, quoi. Et dans notre milieu de psychologue, hein, tu le sais bien, Katia, tu as fait aussi la fac de psycho comme nous. Hein, il y a parfois une part de masturbation intellectuelle hein, dans notre métier, et ça fait pas avancer grand-chose, c'est sûr, voire même reculer. Et là, on est vraiment contente de ce bouquin parce que le pari il est réussi, quoi. C'est de rendre accessible des choses importantes mais complexes. J'essaie de me souvenir pour le coup quels avaient été les enseignements que j'avais reçus par rapport à l'attachement. Et t'as pas dû entendre grand-chose parce qu'on n'en parle pas beaucoup en France. Oui, Bowlby, enfin je veux dire un petit peu, mais je me dis, Oui, mais 5 en minutes. vous lisant, je me suis dit, mais c'est incroyable en fait qu'on ne se soit pas penché davantage sur cette question de l'attachement, qui est en fait pour moi une notion qui est fondamentale pour comprendre tellement de choses en fait. Moi, il faut que j'arrive à 45 ans pour peut-être avoir envie, en vous lisant, de me plonger dans peut-être vos autres travaux d'écriture sur l'attachement et pour éclairer aussi mon mode de fonctionnement, etc. Et c'est d'identifier aussi où est-ce que je me situe et pour comprendre et décortiquer et analyser et améliorer. Mais non, en fac de psycho, que je me souvienne, même le psychotrauma dont tu parlais tout à l'heure, Johanna, je ne me rappelle pas. Ce sont deux thèmes, nos deux thèmes donc fétiches, le psychotraumatisme et l'attachement, qui sont en effet à date, mais ça évolue hein, quand même, soyons optimistes et réalistes, qui sont pas assez effectivement transmis à la fac de psycho, mais même en fac de médecine, dans les écoles d'infirmières, d'éducateurs, travailleurs sociaux, etc. Alors que ce sont deux sujets absolument fondamentaux qui touchent tout le monde. On a tous eu des blessures, voire beaucoup d'entre nous des traumas d'attachement. On a tous vécu aussi des moments traumatiques en lien avec l'attachement ou pas. Et on a donc tous à gagner à comprendre ça. Alors, moi, quand je parle de mes enseignements, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui. Est-ce que ça a évolué ou pas? Un peu. Mais on est comme dans bien d'autres domaines. En France, on n'est pas très en avance. Hein. Mais ça bouge un peu quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à la petite Johanna et à la petite Gwenaëlle aujourd'hui? Alors moi, ce que j'aimerais dire à la petite Johanna, c'est que, comment je vais le formuler, que de ses plus grandes souffrances, elle en tirera les meilleures compétences plus tard, mais que là, elle le sait pas encore. Voilà. C'est-à-dire une note d'espoir sur le fait que on reste jamais dans le tunnel sombre qu'elle peut peut-être vivre, mais qu'à un moment donné, ça va s'éclairer. Et moi, je dirais à la petite Gwenaëlle que la vie vaut vraiment la peine d'être vécue. Que waouh, tu vas voir, il va se passer plein de trucs. Il y aura des moments, ça sera pas drôle du tout. Et puis il y en a d'autres, ça va être le kiff, quoi. Tu vas kiffer et puis tu vas naviguer là-dedans, tu vas danser, tu vas rencontrer des gens qui vont t'aider, tu vas aussi grandir, te connaître. Donc tu vas kiffer, comme diraient mes enfants. Comment vous définiriez votre raison d'être aujourd'hui à toutes les deux? Ensemble ou séparément? Moi, je dirais que, tu dis raison d'être, moi, j'appelle ça aussi un mandat d'incarnation ou qu'est-ce que j'ai à faire ici-bas, quoi. Moi, depuis assez longtemps, je sais qu'il y a deux grandes choses qui me portent, c'est accompagner et soutenir, hein, donc sur un plan plutôt soignant, tu vois, thérapeutique, et puis transmettre, vraiment transmettre, faire part de ma vision des choses qui est toujours partielle et en évolution, mais et ça, à nouveau, merci le Covid, quoi, que ça peut aider en fait.
Voilà, moi je dirais ça, soigner et transmettre. Ouais, je vais pas être très originale parce que c'est les deux points auxquels je pensais aussi. La transmission, le fait d'être tourné vers l'autre, mais aussi sans s'oublier soi-même en fait. Moi, je crois que j'arrive à un moment donné de ma vie où j'ai beaucoup mis au service des autres les connaissances que j'ai. Là, je suis à un moment de ma vie où je les mets aussi à mon propre service en fait. Voilà, dans des explorations plus personnelles, des règlements de compte avec certaines parties de mon histoire pour continuer à être cohérente entre ce que je dit aux gens de faire, c'est-à-dire prenez soin de vous. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à l'aube de mes 45 ans, c'est aussi un tournant que je prends, c'est-à-dire de pas oublier de continuer à régler des choses qui sommeillent encore. Une dernière question, enfin, j'ai pas terminé, mais sur les valeurs, peut-être, quelles sont les valeurs qui vous réunissent ou quelles sont vos valeurs respectives? Oh, bah, je pense que des valeurs qui nous réunissent, il y en a sans doute plusieurs, hein, l'altruisme, hein, le fait d'être tourné vers l'autre, je pense que ça, c'est une valeur commune, l'amour, hein, l'entraide. Ouais. Et moi, j'ai une valeur personnelle chevillée au corps depuis toute jeune, c'est la liberté. Hmm. Ça, et c'est pas pour rien que au moment du Covid, ça m'a tellement activé, quoi. Il y a un truc en moi qui est farouchement libre et si on me contraint, moi, je peux vraiment avoir des réactions très, très fortes. Donc, c'est à la fois problématique, des fois, c'est peut-être excessif et en même temps, c'est un super moteur de vie. Ça m'a amené à prendre ma liberté, par exemple, par rapport à ma famille très tôt, à me barrer très tôt et du coup à construire plein de choses pour moi. Et puis, encore récemment avec le Covid, ça m'a fait grandir, comme on l'a dit au début, quoi. Donc, la liberté, ça, c'est quelque chose de très, très intense chez moi. Si je vous ai donné la parole aujourd'hui, c'est que pour moi, vous faites partie des acteurs du nouveau monde à qui je donne la parole sur ce podcast. C'est quoi le nouveau monde pour vous? Pour moi, le nouveau monde, c'est un monde de liens authentiques, en fait. Authentique, vraiment dans le sens de baisser les voiles du conformisme, les voiles de la dissociation, les voiles des peurs, les voiles aussi de toutes ces oppressions. Hein, je pense aux femmes, tu vois, de tout notre mode patriarcal, capitaliste, etc. Donc le nouveau monde, c'est de pouvoir retrouver une authenticité de lien avec soi, avec les autres et avec notre nature profonde, divine. Oui, et je peux qu'être d'accord. Je rajouterais, mais ça va dans le même sens, hein, que pour moi, le nouveau monde, c'est vraiment un monde de conscience, une pleine conscience de notre nature profonde, du lien et de, comment dire, d'habiter pleinement notre vie, en fait, d'être pleinement consciente, pardon, du pourquoi je fais telle chose, du sens aussi, hein, de mettre du sens, de sortir de ces espèces de carcans, de ces espèces de rails sur lesquels on nous met dès le plus jeune âge, hein. Alors bien évidemment, c'est facile à dire, hein, mais que ces rails restent des guides et que ça ne nous enferme pas en fait. Voilà, parce que à être trop enfermé dans des carcans, on en oublie notre nature profonde en fait et on devient un peu des robots au service d'eux, hein. Donc vraiment un monde de conscience. Comment est-ce que vous pensez toutes les deux y contribuer? Non, j'avais envie de dire en continuant à faire ce qu'on aime faire en fait surtout, ce qui nous anime, c'est-à-dire de ne jamais, en tout cas pour ma part, me forcer à. Je pense qu'à partir du moment où je fais quelque chose, ou si un jour j'étais amenée à faire quelque chose qui n'a plus de sens ou qui me procure pas de plaisir, ça serait pas aligné. Donc je pense que de continuer à œuvrer près du soutien. Moi, j'ai vraiment à cœur de donner des informations les plus intelligibles possibles pour que les gens mettent du sens en fait sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils sont. Et c'est là où j'ai envie de continuer d'œuvrer. Et moi, je souhaite poursuivre en fait avec comme guide ma boussole intérieure de la joie. Je crois que c'est Spinoza qui parle beaucoup de ça. Hein. Il dit que quand on est dans la joie et le désir ajusté, adapté, eh bien les choses sont justes en fait pour soi et pour les autres, et que ça soit des choix professionnels, relationnels, de tout type en fait. Si je suis commence à vivre à l'intérieur de moi, bah, je peux pas me planter en fait. Donc il y a quelque chose d'hyper détendant là-dedans. Alors après, encore faut-il vraiment sentir complètement cet endroit-là, parce qu'il y a tous ces voiles donc, que j'ai nommés tout à l'heure. Mais perso, moi je compte œuvrer en continuant à bosser sur moi, continuer à lever les voiles. Hein, c'est un boulot de
ça, et ainsi sentir cette boussole et la suivre. On arrive à la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée, que vous auriez aimé que je vous pose? Non. Non, tu as posé des questions auxquelles je m'attendais pas, donc non, pour Non, moi, ça va. Ok. Est-ce que vous souhaitez nous dire quelque chose avant qu'on termine sur le portrait chinois? Est-ce qu'il y avait un message que vous souhaitiez transmettre ou qu'est-ce qui faisait qu'aujourd'hui vous aviez envie de participer au podcast? Bah, je crois que ton podcast, en tout cas moi, ce qui m'évoque, de reprendre de l'espoir en fait, de reprendre de l'espoir dans la suite qui nous concerne tous. On est quand même toujours dans une période troublée et troublante. J'ai vraiment toujours eu à cœur de dire que parfois se sentir mal dans une période trouble, c'est très sain au niveau psychologique. C'est sain à des moments de pas se sentir bien quand autour de nous il y a des choses qui vont mal. Mais c'est porteur d'espoir parce que on sait aussi que les plus grands changements dans notre humanité ont eu lieu suite à des crises profondes en fait. Et je pense que, en tout cas, je l'observe et j'en suis convaincue que cette période, elle est pas vaine et elle est propice à des ouvertures de conscience très très fortes. Et ça va s'éclairer en fait, ça va s'éclaircir à un moment donné. J'en ai aucun doute. Ouais. Merci Katia pour ce podcast, effectivement, qui donne la parole aux acteurs du Nouveau Monde, parce qu'on a vraiment besoin, en fait, d'oser notre parole, d'entendre celle des autres, aussi de se soutenir, hein, parce que c'est quand même, comme le dit Johanna, une période compliqué et qui était bien là avant le Covid et qui s'est juste encore plus fait sentir. Mais voilà, on n'est pas au bout de nos peines. Hein. Je crois on s'est pas incarné pour rien à ce moment-là sur cette planète-là. Mais en même temps, quelle richesse, quelle richesse. Comme je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a 10 ans qui s'est passé en quelques années. Je me dis que voilà, à la fin de ma vie, en regardant en arrière, bah, j'espère que je pourrais me dire que j'ai contribué à faire que les choses aillent dans un meilleur sens. Et témoigner à ton micro, bah c'est voilà une petite goutte dans cette rivière qui rejoindra le fleuve et puis qui rejoindra le grand océan, hein, dont nous sommes tous les vagues. Donc merci Katia pour ton initiative. Merci à vous. On termine sur le portrait chinois. Alors Allez, c'est parti. Si vous étiez un plat, lequel serait-il? Un bon plat de lasagne pour nourrir une grande tribu. Ah, moi, je serais un plat asiatique pimenté. Un pad thaï, tiens, ou un curry. Alors c'est drôle parce que au fur et à mesure des interviews, ce sont les mêmes réponses qui viennent. Les C'est lasagnes et les pad incroyable. thaï. Alors pas forcément les lasagnes, mais les pad thaï ou les plats plutôt indiens, oui. Ouais. On a besoin d'exotisme. Oui. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Alors moi, bah, le livre, au niveau professionnel, mais pas que, hein, c'est Le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk, qui est vraiment un livre que je recommande. Voilà. Et si j'en ai un deuxième, j'ai adoré lire Laurent Gounel avec Le Réveil il y a quelques années, voilà, qui m'a beaucoup parlé. Et puis moi, bon, ça c'est une question tellement difficile parce que les livres et moi, c'est une grande histoire d'amour. Mais là, ce qui me vient, vu que je reviens d'un petit bout de Saint-Jacques-de-Compostelle, bah, c'est le bouquin de Kaoleo qui s'appelle Le Pèlerin de Compostelle. Aussi pour signifier qu'on est tous des pèlerins en fait. Hein, on a tous acheminé avec notre bâton, hein, et que la route, des fois, waouh, il fait pas beau, elle est caillouteuse, c'est compliqué, des fois il y a des murs et tout. Mais n'empêche qu'il y a quand même toujours un accès, quoi. Il y a toujours possibilité de passer d'un autre côté et puis de poursuivre la route, quoi. Et c'est vrai que tu étais sur les chemins cette semaine. Yes. Un petit bout, ouais. Ouais. Si vous étiez un dicton. Alors moi, le dicton, bon, qui fait pas toujours un quotidien tranquille, surtout pour les autres qui vivent avec moi, c'est ce qui est fait n'est plus à faire. Pragmatique. Ouais, et puis surtout un peu hyperactif sur les bords. Donc voilà. Donc bon, c'est bien, hein, ça me permet de faire plein de choses dans ma vie, mais des fois c'est un programme un peu lourd. Apprendre à se reposer, ça c'est un de mes grands objectifs. Je te le rappellerai, je te le rappellerai. Oui, moi j'aurais pu prendre le même dicton. Hein, ce qui est fait n'est plus à faire. On se rejoint bien là-dessus avec Gwenaëlle. J'aime bien aussi la phrase de Jodorowsky qui dit: sois l'adulte dont tu avais besoin quand tu étais petit. Voilà. Donc j'essaye de garder ce cap au maximum. Si vous étiez un film. La vie est belle. Allez, j'ai plus soin. Allez, la vie est belle. Il est dans le top 2. 3, celui-là aussi. Magnifique. Ah non, non, pardon. La vie est belle, c'est de De Benigni.
Oui, non, c'est la Belle Verte qui revient Ah, la Belle Verte régulièrement. aussi. Bon, On voilà, prend Ouais. aussi. La Belle Verte aussi. Pauline Serrault, merci. mais on va peut-être citer déjà La Vie est belle. Et pour terminer, si vous étiez un super-héros, une super-héroïne. Ah, moi, je suis fan depuis toujours, depuis toujours, de Cat Size. Moi, Cat Size, c'était mes héroïnes. Et si tu mets la bande son de Cat Size, je chante à tue-tête. Je saute pas sur les immeubles encore, ça, je sais pas faire, mais c'est vraiment pour moi l'archétype, tu vois, de ces femmes puissantes, indépendantes, soif de justice. Donc, plein de valeurs qui me sont chères, ouais. Tu sais que TF1 programme la diffusion de l'adaptation du dessin animé ou de l'histoire de Cat Size dès la semaine prochaine, je crois. Ah ouais? Ouais. Bon, mais c'est sur TF1, je vais avoir du mal. Déjà, il faudrait que j'ai la télé pour ça, Oui. mais bon, Cat Size, merci, quoi. Merci. M'a beaucoup nourri à l'époque. Bon, allez, Cat Size 2. Hein. Deux. Non, mais numéro 2, voilà. Une deuxième Cat Size. Moi, je connais pas trop les super-héros, mais celui-ci, je m'en souviens bien. Et allez, on est 2 Cat Size. C'est validé. C'est validé. Merci Johanna et merci Gwenaëlle pour votre participation. Merci Et beaucoup, Katia. Merci, Katia. Et merci beaucoup pour votre écoute. Alors j'espère que le parcours de Johanna et de Gwenaëlle vous aura inspiré. N'hésitez pas à les contacter directement. Alors c'est vrai que je vous ai pas posé la question de comment est-ce qu'on peut communiquer avec vous. Où est-ce qu'on vous trouve? Oh, bah, sur les réseaux. On Les a des réseaux pages sociaux. Facebook et LinkedIn à nos noms et prénoms respectifs. Et sinon, bah, sur la page, pareil, Facebook ou LinkedIn de notre organisme qui s'appelle Oya Formation. Voilà, on est aussi sur Instagram. Instagram. On mettra tous les liens dans la description de l'épisode. À bientôt. À bientôt. Merci, à bientôt. J'espère que vous avez pris plaisir à nous écouter. Si vous avez aimé cet épisode, mettez 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous aiderez le podcast à gagner en visibilité. Si vous souhaitez continuer à découvrir les histoires de ces acteurs du Nouveau Monde, abonnez-vous. Et si vous voulez connaître les coulisses, rejoignez-nous sur les réseaux. Tous les liens sont dans le descriptif. Merci d'avoir pris le temps de passer ce moment avec nous. Je vous dis à très vite pour un nouveau témoignage d'une belle âme.